Donc, chers participants, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. D'accord, très bien. Donc, on va commencer. Euh, je vais essayer de faire un essai d'enregistrement. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas, hein. Donc, mais apparemment, ça n'enregistre pas bon, ce qui est en haut, bon, peu importe. Donc, on commence. Donc, on commence avec l'exercice, l'exercice 2-4. Voilà. Donc, l'exercice 2-4. Attendez, pardon. Donc, on était là. Euh, Est-ce qu'on l'avait commencé? Est-ce qu'on avait commencé l'exercice de 4 ou pas? Je ne me rappelle plus. Bon, ça ne fait rien. On va le reprendre tout de suite. Donc, voilà. Voilà de quoi il s'agit. Il y a 4 charges identiques, plus Q, plus Q, plus Q, qui sont placées au sommet d'un carré de côté A. A. Voilà. Première question, on vous demande de déterminer le champ E de Z créé le long de l'axe OZ, sur l'axe des Z, perpendiculaire au plan, perpendiculaire au plan portant les charges et passant par le centre du carré O. Voilà. Première question. Donc, voilà 4 charges. L'une en A, l'autre en B, en C et en D. Les 4 charges sont identiques. Elles sont les mêmes. Voilà. Et on nous demande donc de déterminer le champ au point M. Le point M, il est sur l'axe OZ. C'est un axe qui est perpendiculaire au carré formé par les 4 charges. O, c'est le centre du carré. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait le principe de superposition, que le champ E créé au point M va être la somme des champs créés par chacune des charges au point M, c'est-à-dire E de QA, c'est la charge Q qui est placée en A, ensuite plus E de QB placé en B, Q placé en B, voilà, plus E de QC, le champ créé par la charge Q qui se trouve en C, et plus le champ E de QD, c'est le champ E créé par la charge Q qui se trouve en D. Voilà. Alors, on va essayer de voir. Alors là, le problème, c'est qu'on est dans l'espace, on n'est pas dans le plan. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, par exemple, E de QA, il va être parallèle à OM, et comme plus Q est positif, le champ E créé par la charge QA va être parallèle et de même sens que le vecteur AM. Voilà E de QA. Maintenant, E de QB, eh bien, E de QB, il va être parallèle et de même sens que le vecteur BM, c'est-à-dire E de QB. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, E de QC, il est parallèle au vecteur CM. Donc, il est dirigé vers l'arrière, si vous voulez. Voilà E de QC. Et E de QD, le voilà aussi. Donc, on a une somme de 4 vecteurs qui ne sont pas dans le même plan. Si vous voulez, si je regarde ici, ça fait, ils sont à la tête d'un cône, si vous voulez, et donc, je dois faire la somme de ces 4 vecteurs. Alors, voilà. Alors, si je regarde les pointes ici, des 4 vecteurs, eh bien, qu'est-ce que je trouve? Puisque les vecteurs, ils ont le même module, parce qu'on a AM égale BM égale CM égale DM. Donc, les 4 vecteurs ont un module. Mais nous, on doit faire une somme de vecteurs, pas une somme de modules. Et je vois que les 4 vecteurs ici, leurs pointes, puisqu'ils ont le même module, leurs pointes ici vont être sur un plan qui est parallèle au carré. Il est parallèle au carré. C'est un plan qui est parallèle au plan XOY, si vous voulez. Voilà. Alors, autre chose. Donc, E de Z, c'est la somme de E de QI. E de QI, c'est QA, QB, QC, QD.
Voilà. Alors, comment? Alors, je fais la remarque suivante, c'est que par raison de symétrie, d'accord? On est dans l'espace, d'accord. Mais par raison de symétrie, quand je vais faire la somme des 4 champs, je vais trouver un champ parallèle à l'axe OZ. Il ne peut pas être de côté. Il est obligé d'être parallèle à l'axe OZ parce que les 4 champs ici, eh bien, ils ont les mêmes modules, ils sont inclinés de la même manière par rapport à l'axe OZ. Donc ça, c'est la Madame, réponse. Non, oui. dans l'examen ou le test, on doit prouver qu'ils sont inclinés du même angle. Vous pouvez dire par symétrie. Ah, d'accord. D'accord? Vous pouvez dire par symétrie. Ils sont inclinés du même angle par symétrie et vous faites une représentation. D'accord? Voilà, si vous voulez. Voilà, c'est l'angle θ. On va le calculer, l'angle θ, tout à l'heure. Donc, E de Z est parallèle à tout. Ça, il faut le remarquer. Et ça, à chaque fois, quand vous aurez à calculer un champ, il faut voir la symétrie. Si vous n'avez pas de symétrie, vous allez avoir un champ, le calcul va être difficile. D'accord? Alors ici, on fait la remarque que E est parallèle à OZ. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire la somme des champs, mais 2 à 2. Je ne vais pas calculer E de QA plus E de QB, parce que E de QA et de QB, on a vu tout à l'heure, ils sont vers l'avant. Et E de QC et E de QD sont vers l'arrière. D'accord? Donc, je ne vais pas les calculer comme ça. Si je dois faire le calcul et je ne suis pas arrivé à voir la symétrie, je vais prendre QA et QC. Et je vais prendre QA et QC, regardez comment ils sont, QA et QC, ils sont symétriques par rapport à l'axe OZ. D'accord? Et donc, quand je vais faire la somme E de QA et de E de QC, je vais trouver un vecteur parallèle à OZ. Et de même, quand je vais prendre E de QB et E de QD, eh bien, la somme va être parallèle à l'axe OZ. Ça, je peux le montrer aussi en faisant une petite figure. Mais là, bon, je remarque que E est parallèle à OZ, ça c'est sûr. Eh bien, ça veut dire quoi? Comme ici, j'ai un vecteur qui est une somme de 4 vecteurs. Eh bien, la composante de E suivant Z, c'est la somme de chacune des composantes suivant Z. Ah, je le sais quand je fais une somme de vecteurs. Ça veut dire que la composante, puisque E est parallèle à Z, à OZ, ça veut dire que E de Z, c'est la composante de E suivant Z. Et la composante de E suivant Z, c'est la somme des composantes, de chacune des composantes suivant Z. Est-ce que vous comprenez ça? Hein, c'est la... Si j'avais écrit E de la composante EZ suivant X, j'aurais trouvé 0. Si je cherche EZ suivant Y, je vais trouver 0. Il reste que la composante de E, Z, suivant l'axe des Z. Voilà. Et c'est quoi E de QI suivant Z? Eh bien, c'est la projection de E de QI sur l'axe OZ. Hein? C'est la projection, c'est la composante de Z, de E de QI sur l'axe des Z. Voilà. Ça, c'est E de QI suivant Z. Alors, on va faire un schéma pour comprendre un peu. Alors, voilà. Alors, je reprends ici. Alors, je suis désolée, là, je suis en train d'enregistrer, mais apparemment, ici, il va y avoir une coupure. On ne verra pas cette ligne-là. Je ne sais pas comment faire. Voilà. Alors, E, donc on a dit que E de Z, c'est la somme de E de QI. Et ensuite, on a dit, alors on remarque la chose suivante, hein, c'est que le module de E de QA, c'est le module de QB, les 4 vecteurs, les 4 champs créés par chacune des charges, eh bien, ils ont tous le même module. Et le module, c'est quoi? C'est KQ sur R au carré. R, c'est quoi? C'est la distance entre votre point où se trouve la charge et le point M. Donc, c'est AM, BM, CM et DM. Là, je sais qu'ils sont égaux pour raison de symétrie. Cette distance-là, AM, BM, CM et DM, ces distances-là, je les appelle R. Donc, j'ai 4 vecteurs qui ont le même module. Mais je vais calculer la projection de ces vecteurs suivant l'axe OZ. Donc, je sais que E est parallèle à OZ. Je me répète pour que vous compreniez. Hein? D'accord? Je suis désolée pour les gens qui prennent du premier coup, mais ça ne fait rien. Je rappelle. Donc, E, la composante de E
suivant Z, la somme des composantes suivant Z, et voilà, et donc, je représente ici, attendez, je vais vous enlever ça, voilà, ici, j'ai pris le plan ACM, ACM, voilà. Pourquoi je prends ce plan-là? Parce que le vecteur E de QA va être dans ce plan-là. Alors, eh bien, je trace ici AM, voilà. Eh bien, le vecteur E de QA va être parallèle à AM et dirigé vers le haut. Voilà. Et par symétrie, je sais que j'ai AM égale CM. Voilà. Et donc, le vecteur E de QA, il est dans le plan ACM. Voilà comment il est orienté dans ce plan-là. Et je regarde pour projeter, qu'est-ce que je fais? Je vais projeter E de QA suivant l'axe des Z. Et voilà, donc voilà, j'abaisse la perpendiculaire ici et je vais trouver ce que je cherche, E de QA suivant Z, la composante de E de QA suivant Z. Voilà. Et je sais que E total, c'est la somme des projections de QI suivant Z. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que cet angle θ ici, par raison de symétrie, il est le même. E de QA et l'angle θ ici par rapport à l'axe des Z, j'appelle θ. Eh bien, si je prends une autre charge, eh bien, je vais retrouver l'inclinaison de ce vecteur-là par rapport à l'axe de Z qui va être le même. Voilà. Et donc, je vais avoir E de QA, qui est représenté en rouge ici, c'est E de QA, le vecteur, cosinus θ. D'accord? La projection de E de QA suivant Z, c'est E de QA, cosinus θ. Alors maintenant, il faut que je trouve cosinus θ, sachant que les 4 vecteurs ici, eh bien, ils ont le même θ. Alors, cosinus θ est le même pour tous les QI, pour toutes les charges, θ est le même. Et je peux donc je vais avoir E de QI. Donc, les 4 charges vont donner un champ qui a le même module, c'est KQ sur R2, fois cosinus θ qui est le même. Cela veut dire, voilà, l'angle θ, il est là, je vais calculer, eh bien, je reprends parce que la diapo, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, E de QI, c'est E de QA, cosinus θ, E de QI suivant Z. C'est les mêmes projections. La projection pour QA, elle va être la même pour toutes les charges. Et qu'est-ce que je sais? Donc, je vais chercher ici cet angle-là. Alors, qu'est-ce que je... Alors, pour trouver cet angle-là, je remarque qu'il se trouve ici. De la distance AM, je l'ai appelé R. La distance OM, c'est Z. Et la distance AO, vous voyez que par raison de symétrie, je vais avoir, puisque O c'est le centre du carré, je vais avoir OA égale OB égale OC égale OD. Et je calcule, puisque ici j'ai A, et ici j'ai un triangle rectangle dont 2 côtés valent A. Donc je vais avoir AC qui va être égal à A racine de 2, et AO, c'est le milieu de AC, c'est la moitié de AC, c'est AC sur 2, ça va être donc A racine de 2 sur 2. Donc, je vais avoir AO égale A racine de 2 sur 2, c'est-à-dire A sur racine de 2. Voilà, c'est un petit peu de géométrie de Pythagore, surtout pour un carré, c'est simple. Et donc, la distance OM, c'est Z, et le cosinus... Et donc, la distance R, c'est quoi la distance R? La distance R, c'est AO racine de AO au carré plus Z au carré. Donc, R, c'est racine de AO, c'est A sur racine de 2 au carré plus Z au carré. Ça, c'est la distance R. Maintenant, cosinus θ, c'est quoi? C'est OM sur AM. OM, c'est Z et AM, c'est R. J'ai calculé R, donc voilà le cosinus θ.
Donc, finalement, je vais avoir E, la projection de E suivant Z, c'est 4 fois la projection de E de QI suivant Z, puisqu'on a vu que la projection de E de QI suivant Z, elle est la même pour les 4 charges. Donc, je mets 4 fois E de QI suivant Z. Et E de QI suivant Z, c'est E de QA, c'est-à-dire KQ sur R au carré, c'est-à-dire KQ et R au carré, c'est quoi? R au carré, c'est A sur racine de 2 au carré plus Z au carré. Ça, c'est E de QA. Cosinus θ, c'est R sur racine de A sur racine de 2 au carré plus Z au carré. Ça me donne donc, ici, je regroupe un peu et je vais avoir E suivant Z qui va être égal à 4 fois KQZ sur, ici, je vais avoir A sur racine de 2 au carré plus Z2 à la puissance 3 demi. Voilà. Et moi, on m'a demandé le vecteur. Hein, quand on me demande le champ, on ne me précise pas. Il faut toujours préciser donc l'orientation et le module. Alors ici, pour préciser l'orientation, eh bien, j'ai mis le vecteur K, le vecteur unitaire K, qui est dirigé suivant l'axe des Z. Voilà le vecteur K. Donc, voilà mon vecteur E de Z. 4 fois KQZ sur A2 sur 2 plus Z sur 2 au carré. Attendez, ici. Est-ce que je ne me suis pas trompée? Oui, parce que ici, A2 sur racine de 2 au carré, ça fait A2 sur 2. D'accord, j'ai simplifié ici. Donc, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'il y a des problèmes? Donc, finalement, E, créé par les 4 charges au sommet d'un carré ABCD, ça va être un champ E qui est parallèle au vecteur K unitaire et dans le module vaut ceci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, on continue. Voilà. La deuxième question. La deuxième question, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit à la hauteur Z égale A. Donc, ici, on était à Z égale 0. Les 4 charges ici, ils avaient Z égale 0, puisque dans le plan X ou Y, O. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend à la hauteur Z égale A, ici, eh bien, on place un autre carré portant 4 charges identiques aux précédentes, de manière que les 8 charges soient réparties au sommet d'un cube d'arête A. Ah, la figure. Donc, on a les 4 charges A, B, C, D qu'on avait précédemment. On a pris encore un autre carré, A', B', C', D', qui porte aussi les mêmes charges, plus Q, plus Q, plus Q. Ce qui fait que, finalement, on a comme figure ici, puisqu'on a chaque côté ici, ce qu'on appelle l'arête vaut A, ça veut dire on a un cube d'arête A, de côté A. Un cube, c'est muka'ab. On a muka'ab hneya, d'accord? Et au sommet de à chacun des sommets, on a une charge plus Q. Et qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer le champ créé par ces 8 charges au point P. Le point P du cube, c'est le centre du cube. Comment il est? Et par raison de symétrie, le point P, il se trouve ici, donc à ZP. Si je prends ZP ici, je vais avoir A sur 2. Si je prends ici le centre O' de A', B', C', D', j'aurai Z égale A. Voilà. Alors maintenant, comment on va faire pour calculer le champ créé par les 8 charges? Je suis dans l'espace. Hein. Alors, qu'est-ce que j'essaie? Comment je vais faire? Ça va être la somme des champs créés par ces 8 charges. Or, j'ai déjà calculé le champ créé par les charges A, B, C, D. Les charges en bas, je les calculées. Et donc, le champ créé en P par les 4 charges placées sur le plan X ou Y, c'est-à-dire A, B, C, D, ils vont me donner un champ E1. Comment il va être le champ E1? On l'a vu. E1, voilà comment en P. Il va être comme ceci.
Alors, je prends la formule que j'ai trouvée tout à l'heure, enfin la première question, mais je fais Z au point P, c'est A sur 2. Donc, je vais avoir ZP égale A sur 2. Je remplace Z par A sur 2. Et voilà, je trouve le champ créé par les 4 charges précédentes en A, B, C, D. Eh bien, ça va être un champ qui est dirigé vers le haut. J'appelle E1 de P. Voilà, et voilà son module en remplaçant Z. Il faut remplacer Z par A sur 2. Hein. D'accord, ici, il faut mettre A sur 2 aussi. Et je trouve E1. Voilà. Maintenant, comment je vais faire pour trouver le champ créé par les 8 charges? Sauf que tu as 4 charges du bas, il faut trouver le champ créé par les 4 charges du haut. Eh bien, le champ créé en P par les 4 charges placées sur le plan Z égale A, ici je suis à la hauteur Z égale A, eh bien, comment il va être ce champ-là au point P? Je peux refaire le calcul comme j'ai fait la première question et retrouver. Mais qu'est-ce que je sais? Par raison de symétrie, le champ créé en P par les charges A', B', C', D', il va être dirigé vers le bas. Et par raison de symétrie, ça va être le même calcul. Hein, je l'appelais E2, ce champ-là. Et le champ E2, il va être dirigé vers le bas. Et par raison de symétrie, puisque j'ai OP ici qui est A sur 2, P qui va aussi valoir A sur 2. Donc, je remarque que le champ E2 créé par les 4 charges qui sont placées sur le plan A', B', C', D', et bien ce champ-là, je l'appelle E2, et je remarque que E2 et E1, on va avoir le même module et ils vont être opposés. Ça veut dire que E2 créé au point P, il va être égal à moins E1 au point P. Est-ce que vous avez compris ceci? Vous me répondez, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris que le champ créé par les 4 charges A', B', C', c'est un champ qui va être égal et opposé au champ créé par les charges A, B, C, D? Eh bien, Madame, l'inverse sur le même axe, c'est OZ. pardon? Il va être l'inverse à E1 sur le même axe OZ. Puisqu'on a la P, c'est égal à OP, c'est égal à A sur 2, puisque P, c'est le centre du cube. Et donc, les charges ici, puisque je suis en bas, eh bien, il va être dirigé vers le bas et son module, il va être le même. Donc, E2 de P au point P, c'est moins E1 au point P. Et le champ créé par les 8 charges, ce sera E1 plus E2. Donc, champ créé en P par les 8 charges, ça va être E égale E2 plus E1, ou la E1 plus E2, voilà. Et comme les deux champs sont opposés et égaux, eh bien, quand je vais faire la somme, j'ai trouvé 0. Ça veut dire E au point P va être égal à 0. D'accord? Je n'ai pas besoin de refaire tout ce calcul. Vous voyez, qu'en raison uniquement par raison de symétrie, je n'ai pas besoin de refaire des calculs. Je remarque que E1, c'est E2 égale moins E1 et je trouve 0. Voilà. Peu importe les valeurs, hein. D'accord? C'est pour ça que je n'ai pas mis ici, j'aurais dû mettre A sur 2, je ne l'ai pas fait, mais je remarque que c'est ça qui est important. C'est à chaque fois, quand vous faites le calcul du sang, essayez de voir la symétrie, ça vous simplifie énormément. J'aurais pu me noyer dans les calculs ici pour trouver E2, 2P, on va dater, que je retrouve ça par les calculs, oui, mais en raisonnant comme ça directement par la symétrie, c'est bon. Est-ce qu'il y a des problèmes? Bon, pas de problème. Hein. De toute manière, si vous avez des problèmes, vous m'arrêtez. Hein. Vous pouvez m'arrêter à tout moment. On va passer à la question suivante. La question suivante, on me demande de calculer le potentiel électrique au point P. Là où le point P, on me demande de calculer le potentiel. Et on me donne A, le côté, le cube, et la valeur, c'est 1 nanocoulomb. Alors, qu'est-ce que je sais? Le potentiel scalaire et ça va être la somme de potentiel créée par chacune des charges au point P. Donc, toutes les charges sont à égale distance du point P. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a AP égale BP égale CP égale DP égale A'P, B'P, C'D. Toutes les distances sont égales. Voilà. Et je sais que le champ
ça va être KQ sur, pour le champ créé par la charge Q en A, ce sera KQ sur AP. Le champ créé par la charge en B, ce sera KQ sur BP. Or, toutes les distances sont égales. Ça veut dire que le champ, pardon, le potentiel, j'ai dit champ, je m'excuse. Le potentiel créé au point P, ça va être la somme de chaque potentiel, chacun des potentiels créés au point P. Et comme on a toutes les distances qui sont égales, eh bien, j'aurai 8 fois KQ sur AP, la distance AP, elle va être égale, d'accord, c'est 8 fois. C'est une somme scalaire. Non, il n'y a pas de projection. Alors, il faut que je détermine AP pour trouver VP. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? C'est bon. Donc, maintenant, ça, c'est un scalaire, c'est simple. Donc, je vais essayer de déterminer la distance AP. Comment je vais faire pour trouver la distance AP? عندي le côté هنايا وعندي هذا OP sur 2 et je vais chercher AO. Alors, AO, là, eh bien, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'ici, je vais avoir un angle droit. Ici, je vais avoir AO et OP sont perpendiculaires. Donc, un triangle rectangle ici. Eh bien, je vais appliquer Pythagore pour avoir AP. Donc, c'est AO plus OP, AP au carré, c'est AO au carré plus OP au carré. Donc, voilà, AP au carré, c'est AO au carré plus OP au carré. Alors, maintenant, AO, c'est quoi? AO, c'est quoi? AO, c'est quoi? Eh bien, vous voyez que ici, AO, eh bien, si je fais AO au carré plus OB ou la OC ou la au carré, et ça va me donner A au carré. C'est-à-dire que AO, c'est A sur racine de 2. Voilà, ça c'est AO. Maintenant, OP, c'est A sur 2. Est-ce que vous avez compris que AO, c'est A sur racine de 2? AO, c'est A sur racine de 2 parce que, si vous voulez, si je trace ici OP, je vais avoir AO et OB qui sont égaux et AO au carré plus OB au carré, ça me donne AB au carré. Et AB au carré, c'est A au carré. Donc, voilà. Et donc, je vais trouver que AP, c'est racine de AO au carré plus OP au carré. Ça me donne AP égale A sur 2, racine de 3. Voilà. Et donc, je vais avoir ici, je remplace K, c'est 9 10 puissance 9 dans le système international. Q, c'est 10 puissance moins 9 coulombs. Et AP, en remplaçant A par sa valeur, c'est 0,1 mètre. Ne pas oublier de convertir les grandeurs dans le système international. Donc, A, c'est 0,1 mètre. Eh bien, je vais avoir VP égale, donc, voilà, donc KQ sur A racine de 3 sur 2, ça me donne 16 KQ sur A racine de 3. En faisant l'application numérique, je trouve VP égale 831 volts. Alors, on est en physique, toutes les grandeurs doivent avoir leur unité. Si vous donnez une grandeur sans préciser l'unité, on vous comptera faux. Il faut préciser l'unité à chaque fois. Ici, c'est des volts. Voilà. Est-ce qu'il y a des problèmes? Alors, vous voyez que dans ce cas-là, vous voyez dans l'exercice qu'on avait vu avant, on avait trouvé le potentiel nul, le champ qui était différent de 0. Eh bien, ici, on trouve que le champ est nul en P et que le potentiel est différent de 0. Voilà. Alors, voilà, donc ça, c'est l'exercice 2.4. Eh bien, on va passer à l'exercice 2.5. Voilà l'exercice 2.5. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Là, on passe directement à une configuration où les charges sont alignées. Elles ne sont plus dans l'espace, elles sont alignées. Voilà, donc on a 3 charges négatives. Moins 2, Q1 égale moins 2, 10 puissance moins 8 coulombs. Q2 égale moins 10 moins 8 coulombs. Q3 égale moins 3, 10 moins 8 coulombs. Donc ici,
trois charges sont négatives et elles sont disposées sur le même axe, ça veut dire l'axe, de sorte que la distance qui sépare deux charges qui se suivent, consécutives, c'est-à-dire qui se suivent, est D égale 10 cm. Là, il est la figure. On a Q1, Q2, Q3. La distance entre Q1 et Q2, c'est D. La distance entre Q2 et Q3, c'est C. Alors, on supposera le potentiel nul à l'infini. Et la première question qu'on nous pose, c'est calculer l'énergie potentielle EP1 de la charge Q1. Alors là, on va rappeler ce que c'est que l'énergie potentielle et ensuite, on va faire le calcul. Alors, si j'ai un ensemble de charges, QI, Q1, Q2, Q3, QJ, QJ, QN, eh bien, qu'est-ce que je sais? Je sais que ces charges-là créent autour d'elles un potentiel que j'appelle V. Eh bien, au point M, elles vont créer un potentiel. Et pour trouver l'énergie potentielle de la charge Q1 placée au point M, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi? Eh bien, voilà la charge Q. J'appelle Q. Ici, bon, c'est Q, hein, c'est pas Q1. Donc, je prends un ensemble de charges et la charge Q, et je cherche l'énergie potentielle de la charge Q. Eh bien, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit que l'énergie potentielle de la charge Q, ça va être le travail que doit effectuer un opérateur, quelqu'un, qui va ramener la charge de l'infini et la placer, donc l'énergie potentielle des charges Q placée au point M, ça va être le travail que doit effectuer un opérateur pour ramener la charge de l'infini, où le potentiel est nul, et la déposer au point M. C'est-à-dire, voilà, le chemin, le trajet que va faire la charge Q, peu importe le trajet, eh bien, l'énergie potentielle, ça sera le travail de l'opérateur quand il va prendre la charge Q de l'infini, de l'infini, et il va la ramener et la placer au point M. Donc voilà, il ramène la charge, voilà, حتى يوصل le point M. Et le point M, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, au point M, il y a les autres charges qui vont créer un potentiel V au point M. Eh bien, l'énergie potentielle, dans ce cas-là, d'une charge Q placée en un point M, ça sera Q, la valeur de la charge, multipliée par V au point M. V au point M, c'est quoi? Eh bien, V au point M, c'est le potentiel créé par toutes les charges, les autres charges au point M. Ça veut dire que c'est la somme de V de QI au point M, c'est-à-dire c'est la somme des KQI sur, si je suppose que la charge QI se trouve au point OI, et bien la charge des KQI sur OIM. Donc voilà comment on détermine l'énergie potentielle d'une charge placée en un point M. Donc il faut avoir la valeur de la charge multipliée par V au point M. Et V au point M, il faudra savoir le calculer. Eh bien, c'est la somme des potentiels créés par chacune des charges au point M. Voilà. Alors, tout ça, c'est scalaire. Donc, il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les QI sont algébriques. Il y a le signe ici. OIM, c'est toujours positif, mais les QI sont algébriques. Voilà. Eh bien, on va appliquer ça pour déterminer l'énergie potentielle de la charge Q1 quand on a la configuration suivante. Voilà, on a Q1, Q2, Q3. Dans notre exercice, on nous demande de calculer l'énergie potentielle de la charge Q1 qu'on appelle EP1. Voilà. Eh bien, je repris le schéma kiff-kiff. Eh bien, l'énergie potentielle de la charge Q1 placée au point M1, le point M1, eh bien, ça va être Q1, V au point M1. V au point M1, il est dû à quoi? Eh bien, il est dû aux charges Q2 et Q3. Donc, V au point M1 et le potentiel créé par Q2 et Q3 au point M1. C'est-à-dire, ça va être ici, le potentiel créé par Q2 au point M1, c'est KQ2, la distance M2M, c'est D.
plus le potentiel créé par la charge Q3 au point M1, c'est-à-dire c'est KQ3 sur la distance M3-M1, c'est 2D. Donc voilà le potentiel créé en M1 par les charges Q2 et Q3. Voilà. Et donc l'énergie potentielle de la charge Q1 qui se trouve au point M1, c'est Q1 fois ce potentiel-là, c'est le KQ2 sur D plus KQ3 sur 2D. Voilà. Et donc, voilà, donc j'ai mis KQ1 en facteur et j'aurai Q2 plus Q3 sur D. Ne pas oublier que ici, la distance entre Q3 et Q1, c'est 2D. Est-ce qu'il y a des problèmes? Ça, c'est élémentaire, il faut savoir le faire, c'est quelque chose de simple. Hein. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, je fais l'application numérique puisqu'on me donne les valeurs. On me donne Q1, Q2, Q3, K et D. Donc, en faisant l'application numérique, je me répète, hein, K, c'est 9, 10 puissance 9. Q1 et Q2 sont comptés algébriquement. Donc, Q1 est négatif et Q2 est négatif et Q3 est négatif. Eh bien, ça vous donne une énergie potentielle positive. D'accord? Voilà. Et si, par exemple, Q1 avait été positive, on aurait trouvé une énergie potentielle négative. Donc, l'énergie potentielle est une quantité algébrique. Voilà. Parce que V est algébrique et Q est algébrique. Voilà. Est-ce qu'il y a des problèmes? Il n'y a pas de problème, on continue. Alors maintenant, la deuxième question, on me demande de calculer l'énergie interne U du système des trois charges. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit l'énergie interne, c'est le travail que doit effectuer l'opérateur pour assembler le système de charge. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait rien en M1, M2, M3, et maintenant, on va chercher le travail que doit effectuer l'opérateur pour placer Q1, placer Q2 et placer Q3. Donc, U, c'est le travail pour amener la charge Q1, que doit effectuer l'opérateur, j'appelle W d'opérateur pour amener la charge Q1, plus le travail que doit effectuer l'opérateur pour amener la charge Q2, la placer en M2. Ensuite, le travail W opérateur de Q3 pour amener la charge Q3 de l'infini et la placer au point M3. Alors, voilà. Alors, donc, on va calculer cette énergie interne. Bon, une remarque, normalement, ce calcul a été fait en cours. Donc, moi, je suis en train de faire un rappel de cours, mais vous pouvez utiliser directement le résultat, ne pas refaire le calcul, sauf si on vous le demande. Voilà. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe au départ? Je n'avais rien. Voilà, au point M1, je n'ai rien, je n'ai aucune charge. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher le travail que va effectuer l'opérateur pour amener la charge Q1 de l'infini et la placer au point M1. Alors, comment? Eh bien, voilà, là, il a la charge Q1, là, il va l'opérateur et il va la placer en M1. Voilà, la charge Q1 en M1. Alors, ce travail-là, pour amener la charge Q1 de l'infini et la placer au point Q1, on a vu, c'est l'énergie potentielle de la charge Q1 placée en M1. Et comme en M1, ici, il n'y a pas de charge du tout autour de M1, il n'y a pas de charge, donc le travail que doit effectuer l'opérateur est nul. Hein, et ça ne lui demande aucun effort puisqu'il n'y a pas de charge à l'ensemble. Donc le travail que doit effectuer l'opérateur pour amener la première charge, je l'ai appelé Q1, il est nul. D'accord? Il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas de charge du tout. Voilà. Maintenant, ça, c'est le premier travail pour ramener la charge Q1. On va maintenant ramener la charge Q2. Donc maintenant, la charge Q1, je l'ai placée en M1 sans effort. Maintenant, on va ramener la charge Q2, le travail que doit fournir l'opérateur pour ramener la charge Q2. La charge Q2, qu'est-ce qu'on fait? Il dit l'infini. On va la ramener et la placer en M2. La charge Q2 va se trouver en M2. Eh bien, que doit faire l'opérateur pour ramener la charge Q2 de l'infini et la placer avec la charge Q2, et il va la placer en M2. Alors, quel est le travail que doit fournir l'opérateur pour ramener la charge Q2 de l'infini, où le potentiel est nul, et la placer au point
M2. Alors, au point M2, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a le potentiel créé en M2 par la charge Q1. Et le potentiel créé en M2 par la charge Q1, ça va être Q1 sur la distance D. La distance entre Q1 et M2, la distance M1, M2, c'est D. Donc, le travail que doit fournir l'opérateur pour amener la charge Q2 et la placer en M2, ça va être Q2 V au point M2. Et V au point M2, il est dû à quoi? Il est dû à la présence de Q1, c'est-à-dire c'est Q1 sur D. Donc finalement, le travail que doit effectuer l'opérateur pour amener la charge Q2 de l'infini et la placer au point M2, c'est Q1, Q2 sur D. Voilà. Donc on a ramené les deux charges. Maintenant, on va ramener la troisième charge. Voilà. Alors on a Q1 en M1, on a Q2 en M2. Et maintenant, on va chercher W de Q3. C'est le travail que doit fournir l'opérateur pour amener la charge Q3 de l'infini et la placer en point M3. Donc voilà, il dit la charge Q3 de l'infini et il va la placer au point M3. Alors ça va être, ce travail-là, ça va être Q3 fois V au point M3. V au point M3, il est dû aux deux charges. Il est dû à la charge Q1, c'est KQ1 sur 2D, plus le potentiel créé par Q2 en M3, c'est-à-dire KQ2 sur M2, M3. Et donc, le travail que va fournir l'opérateur pour amener la charge Q3 de l'infini à placer en M3, c'est Q3 V au point M3. V au point M3, c'est KQ1 sur 2D, la distance M3, M1, potentiel créé par Q1, plus KQ2 sur D, le potentiel créé par Q2 au point M. Voilà. Et donc maintenant, l'énergie interne, ça va être la somme des trois travaux. Le travail de Q1 pour amener Q1, le travail pour amener Q2 et le travail pour amener Q3, on l'a déterminé. Voilà. On a redémontré ça. Maintenant, si vous voulez, nous, on nous pose la question, on ne va pas redémontrer le cours, ça c'est du cours. Qu'est-ce que je sais? C'est pour expliquer ce que c'est que l'énergie interne. Maintenant, on sait que l'énergie interne, c'est le travail pour assembler le système de charge. Et donc, on a montré que c'est la somme des travaux W1, W2, W3. Et on va trouver U égale 0. W2, c'est Q2 fois KQ1 sur D. Et W3, c'est Q3 fois KQ1 sur 2D plus 2. Voilà. Et on trouve finalement U égale KQ1, Q2 sur D plus KQ1, Q3 sur 2D plus KQ2, Q3 sur D. Voilà. Madame, نقدروا نبداو ب Q3 ومن بعد نديرو Q2 ومن بعد Q1. Comme on veut, pourvu qu'on arrive à ce système. Ah, d'accord. Vous ramenez comme vous voulez. D'accord? Vous pouvez ramener Q3 ou la Q2 ou la... Peu importe l'ordre. Mais ce qu'on peut utiliser comme résultat, c'est ce résultat-là. KQ1, Q2 sur la distance M1, M2, plus KQ1, Q3 sur la distance M1, M3, plus KQ2, Q3 sur la distance M2, M3. C'est un résultat du cours, vous pouvez l'utiliser directement. Voilà. Est-ce qu'il y a des problèmes? Voilà. Alors, on remplace Q1, Q2 par leur valeur. Vous voyez que quand toutes les charges sont négatives, eh bien, quand on va faire le produit, on va trouver des quantités positives. Et on va trouver, bon, si je ne me suis pas trompée, je trouve 72 10 puissance moins 6. L'énergie interne, c'est de joules. Et 10 puissance moins 6 joules, c'est des microjoules. Donc, voilà l'énergie interne du système des trois charges Q1, Q2, Q3. Est-ce qu'il y a des problèmes? Vous avez compris? C'est bon? Donc, vous utilisez directement le résultat. Ou même, je ne sais pas si on vous a donné le résultat avec le facteur 1,5, parce que des fois, on met KQ2, Q1 et KQ1, Q2. Là, je mets directement ça, c'est bon. D'accord? Donc, vous appliquez le résultat du cours. Ce n'est pas la peine de redémontrer, sauf si on vous le demande. Voilà. Troisième question. On abandonne Q1 et on maintient Q3 fixe. Quelle est l'énergie cinétique EC1
de Q1 quand elle arrive à l'infini. Toutes les trois sont négatives, elles sont en train de se repousser. Qu'est-ce qu'on fait? On ne laisse pas Q2 et Q3 bouger, elles sont fixées, et Q1 libre. Donc, elle va être écartée. Et quand elle va être écartée, elle va être repoussée par Q3. Et on me demande quelle est l'énergie cinétique de Q1 quand elle arrive à l'infini. Alors, j'écris, il y a conservation de l'énergie totale. Cela veut dire que l'énergie totale initiale, avant qu'on lâche Q1, égale l'énergie totale finale du système de 3 charges. Alors, l'énergie totale initiale, c'est l'énergie interne. D'accord? L'énergie totale initiale, c'est l'énergie interne. C'est la somme les 3 travaux. Si vous voulez, c'est le travail qu'a fourni l'opérateur pour avoir ce système-là. Parce qu'au début, il y avait l'énergie totale qui est zéro. Ensuite, l'opérateur a fait un travail et ce travail-là, il se retrouve sous forme d'énergie interne. Voilà, c'est l'énergie interne initiale. Voilà. C'est l'énergie totale initiale. Maintenant, l'énergie totale finale, c'est quoi? Eh bien, l'énergie, on a vu, on a calculé, voilà. Maintenant, l'énergie totale finale, c'est quoi? Je vais avoir deux charges qui sont en interaction. Donc, l'énergie, c'est KQ2, Q3 sur D, plus l'énergie cinétique de la charge Q1, puisque la charge Q1, elle est partie à l'infini, donc elle est arrivée avec une énergie cinétique, AD, ou les charges Q2, Q3, il y a l'énergie potentielle électrique, puisqu'elles ne bougent pas, elles sont fixes. Voilà. Et bien maintenant, on va chercher l'énergie cinétique de la charge Q1 quand elle va arriver à l'infini. EC1, c'est à l'infini. Hein? D'accord? Eh bien, on va trouver, donc, ceci égale ceci, on tire EC1, vous voyez que ce terme-là, avec ce terme-là simplifie, on trouve EC1 égale KQ1 Q2 sur D plus KQ1 Q3 sur 2D. Voilà. Voilà, donc on fait l'application numérique, j'ai la valeur des charges, et on trouve l'énergétique E1, vous voyez. Alors, il y a une chose qui est importante, attention, hein, l'énergie cinétique est toujours positive. Si vous trouvez quelque chose de négatif, c'est que vous êtes trompé quelque part. Donc, on trouve que EC1, c'est 45 10 puissance moins 6 joules, et c'est donc 10 puissance moins 6 joules, c'est des microjoules, donc c'est 45 microjoules. Voilà. Donc, ça, c'est l'énergie cinétique de la charge Q1 quand elle arrive à l'infini. Elle va arriver avec cette énergie-là. Est-ce qu'il y a des problèmes? Donc, il faut savoir qu'on n'a pas de force non conservative et donc l'énergie totale est conservée. Oui? À l'infini ou là à 1 mètre ou à 2 mètres, l'énergie cinétique ما تبدلش. Là. Au départ, quand on l'a abandonné, au point M1, la charge Q1 elle avait une énergie cinétique nulle. Qu'est-ce qui va se passer? Plus elle s'éloigne des charges Q2 et Q3, plus son énergie potentielle diminue au profit de l'énergie cinétique. Et quand elle va arriver à l'infini, son énergie potentielle va être nulle et elle aura une énergie cinétique. L'énergie cinétique, elle va diminuer puisque l'énergie totale de la charge Q1 va rester constante. Au départ, au point M1, l'énergie totale, c'était l'énergie potentielle, puisque l'énergie cinétique au départ était égale. On l'a abandonnée, on l'a poussée au point M1. D'accord? Ensuite, elle est repoussée, elle va se passer sous l'effet de la force électrique exercée par Q2 et Q3, et donc elle est repoussée, et plus elle est repoussée, plus sa vitesse augmente et son énergie potentielle diminue. Donc, on peut dire que l'énergie totale de la charge Q1 est conservée aussi. Voilà. Madame, ça, plus l'infini ou la n'importe quelle distance, D ما يتبدلش, il change pas. D. Ah. Si, تبدل, subhanallah. D, c'est la distance.
D, c'est la distance entre Q1 et Q2, d'accord? Mais quand la charge Q1 va se déplacer, la distance entre Q1 et Q2 va changer. D'accord? حنا بلوس لانفيني قلنا علاش ما درناش بلوس لانفيني في الدي. علاش ما دوزناش بليس لانفيني في الدي هنايا؟ on peut le faire. لا لا Mais خرجنا الريزولتا زيرو لا لا. là, parce que l'énergie totale finale, c'est, vous avez, si vous voulez, c'est l'énergie potentielle des charges Q2 et Q3, elles sont distantes de D, elles sont fixées, mais l'énergie potentielle de la charge Q1, elle est nulle quand on écrit ici. J'en ai pas tenu compte. Elle s'est transformée en énergie cinétique. Est-ce que vous me suivez? Oui madame. Hein? D'accord, hein? Ce qui va se passer, c'est que plus la charge Q1 va s'éloigner des deux charges, plus son énergie potentielle va diminuer. L'énergie potentielle électrique. Hein? C'est KQ, Q1, Q2 sur la distance qui va changer. Donc, la distance va augmenter. Donc, l'énergie potentielle va diminuer. De même, eh bien, au départ, c'est 2D. On va noter qu'elle va la distance va augmenter et l'énergie potentielle va diminuer. Donc, et quand on va arriver à l'infini, la distance entre Q1 et Q2 va être très grande, donc cette énergie va être nulle. Et de même, la distance entre Q1 et Q3 va être infinie et donc l'énergie potentielle est nulle. D'accord? Est-ce que vous m'avez suivi? Donc, l'énergie totale finale, c'est quoi? C'est l'énergie potentielle uniquement entre les charges Q2 et Q3 qui n'ont pas bougé. L'énergie à l'infini de la charge Q1. L'énergie potentielle de la charge Q1 à l'infini est égale à 0, puisque V à l'infini égale 0. D'accord? Oui madame. Ok. Hein? Bon, là, j'ai raisonné sur l'ensemble, hein? D'accord? Mais on aurait pu raisonner uniquement sur la charge Q1. On peut. D'accord? Ça aurait été peut-être un peu plus simple de mettre l'énergie interne ici. Bon, si vous voulez, parce que là, j'ai voulu suivre la rôle, mais je peux réécrire, vous l'écrirez. Vous avez reçu le PDF, c'est bon? Je vous ai envoyé hier les PDF des exercices. La série 1 et les exercices. Oui, la série 1 et même la série 2, je crois. Voilà. Madame, Donc, je vais vous donner un autre lien. Hein. Le lien de l'électricité, ce n'est pas le même que le lien de la mécanique. Et donc, je déposerai les PDF de ce qu'on fait ici dans le drive avec le nouveau lien. Voilà. Et si j'arrive à récupérer les enregistrements, je vous les enverrai. Alors là, vous voyez que la question, eh bien, il y a un problème, c'est que bon, il y a une partie qui ne va pas être filmée, hein, là en haut. Hein. Je ne suis pas arrivée à voir l'écran complet. Ça ne fait rien. On continue. madame, Oui. et si les Oui. charges sont d'un signe différent, comment faire si on veut les rassembler? Pardon? Si les charges sont de signes Différents. différents, eh bien, l'énergie interne va être négative. Comment faire si on veut les rassembler? Eh bien, si on veut les rassembler, eh bien, justement, ça va être plus simple parce que le travail que doit fournir l'opérateur pour assembler les charges, c'est un travail, il doit lutter contre la répulsion entre les deux charges, parce que les deux charges sont, je prends les deux charges, par exemple, Q1 et Q2, si elles sont des mêmes signes, se repousser. Donc, l'opérateur doit faire un effort pour ramener les charges de l'infini, la charge Q1 par exemple, ou la placer à sa position, puisqu'il doit vaincre la répulsion coulombienne, puisque les charges de même signe se repoussent. Par contre, si les charges sont de signes opposés, les charges vont s'attirer.
Et donc, si l'opérateur, il va s'opposer à l'attraction des charges, parce qu'on est ils directement, elles s'attirent, et on ne peut pas trouver une distance D. On va trouver, si elles sont abandonnées, elles vont hein, elles vont avoir une distance nulle ensuite. Donc, l'opérateur, il doit lutter contre l'attraction des deux charges pour les laisser, la charge 1, quand il la ramenée, eh bien, il doit lutter contre l'autre charge. Et donc, pour la placer à une distance donnée. Donc, c'est un travail résistant. Par contre, quand les charges sont de signes opposés, eh bien, les charges se repoussent. Donc, lui, il va essayer de faire un travail moteur pour les ramener. Par contre, quand les charges sont de signe inverse, eh bien, l'opérateur, il doit s'opposer à l'attraction des charges. Voilà, les quantités Naya, dans l'énergie interne, les quantités Hadou, là, les énergies potentielles, si vous voulez, elles sont algébriques. D'accord? Et le signe, eh bien, il traduit le fait que le travail de l'opérateur, soit il est un travail moteur, c'est-à-dire qu'il va faire avancer la charge, ou là, un travail résistant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, c'est une quantité algébrique. Hein? Oui, madame, merci. Voilà, je vous en prie. Voilà. Alors, là, c'est une parenthèse. Hein. Une parenthèse, c'est une image que je donne pour deux charges. Deux charges, eh bien, si je compare l'interaction entre deux charges avec deux masses qui sont reliées par un ressort. Eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, si le ressort est comprimé, vous prenez deux masses reliées par un ressort et vous rapprochez les deux masses. Le ressort est comprimé et que vont faire les masses? Elles vont se repousser. D'accord? Donc, c'est ce qui se passe quand vous avez deux charges, d'accord? Et ces deux charges sont de même signe, elles vont se repousser. C'est comme si on avait un ressort et qu'on avait comprimé les deux masses. Par contre, si vous avez un ressort qui est étiré, vous tirez les deux masses, eh bien, que va faire le ressort? Il va essayer de… les masses vont aller l'une vers l'autre. Et donc, dans ce cas-là, tout se passe comme si, au lieu d'avoir des masses, vous avez des charges et les charges vont s'attirer. Voilà. Et donc, le fait, vous avez deux charges à une distance donnée, eh bien, c'est-à-dire que vous avez automatiquement une énergie interne. Cette énergie interne, bien, elle dépend des valeurs des charges et elle dépend de la distance entre les charges. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir deux charges, d'accord, sans énergie. Pourquoi? J'ai fait l'analogie avec un ressort. Soit vos charges sont de même signe et donc les charges se repoussent, c'est comme si vous avez un ressort qui est comprimé et les charges se repoussent, ou bien, donc il y a une réserve d'énergie, ou bien si vous avez des charges de signe inverse, eh bien les charges vont s'attirer et tout se passe comme si vous allez avoir un ressort qui est étiré. Et donc, les forces sont attractives. Et donc, vous avez à chaque fois, vous n'avez pas, quand vous avez des charges, automatiquement, vous allez avoir une distance et automatiquement, vous allez avoir une réserve d'énergie, soit positive, soit négative. Voilà. Ça, c'est une image que je donne. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la question suivante. On vous demande de calculer dans ce cas l'énergie potentielle EP2 de la charge Q2. Alors, Q1 est l'infini, on cherche l'énergie potentielle de la charge Q2, elle est soumise à Q3. Donc, l'énergie potentielle de la charge Q2, ce sera Q2 V au point M2. Et V au point M2, il est dû à la charge Q3, c'est-à-dire KQ3 sur D. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, voilà l'énergie potentielle de la charge Q2. كاين غير Q3 معها. Q1 راحت l'infini. Donc, l'énergie potentielle de la charge Q2, c'est Q2
fois V au point M2. V au point M2, c'est KQ3, c'est créé par la charge Q3. Donc, KQ3 sur la distance entre Q2 et Q3, c'est D. Voilà. Et donc, si je fais le calcul, on trouve EP2 égale 27 microjoules. Voilà. Cinquième question. On abandonne ensuite Q2 et on maintient Q3 fixe. Maintenant, Q2, on l'abandonne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être repoussée par Q3. Et donc, on vous demande quelle est l'énergie cinétique EC2 de Q2 quand elle arrive à l'infini. Eh bien, on va écrire qu'il y a conservation d'énergie totale. Il y a conservation d'énergie totale. Alors, l'énergie totale initiale égale l'énergie totale finale. L'énergie totale initiale, c'est quoi? C'est l'énergie potentielle de la charge Q2, la DHIA, EP2. L'énergie totale finale. Finale, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, il va y avoir, donc, EP2 qu'on avait trouvé ici. Voilà. L'énergie totale finale, c'est l'énergie cinétique de la charge Q2. Puisque à l'infini, l'énergie potentielle est nulle. Donc, on va trouver que EC2, l'énergie potentielle à l'infini, l'énergie cinétique de la charge Q2 à l'infini, c'est Q2, c'est l'énergie potentielle initiale, c'est-à-dire toute l'énergie potentielle s'est transformée en énergie cinétique. Donc, énergie cinétique, c'est Q2, K, Q3 sur D. Voilà. Et donc, on fait le calcul et on trouve donc 27 microjoules. C'est quelque chose de simple ici. Vous avez compris ça? Au départ, l'énergie totale de Q2, c'est l'énergie potentielle, puisqu'on a abandonné son vitesse initiale. Et finalement, bien quand les charges sont infiniment éloignées, Q2 et Q3, l'énergie potentielle est nulle et l'énergie cinétique, c'est toute l'énergie totale. Voilà. Et donc, on trouve que l'énergie cinétique finale est égale à l'énergie potentielle initiale. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on continue. On vous demande de comparer EC1 plus EC2 et U. Et on vous demande d'expliquer. Voilà. Alors, EC1, on a montré que c'était 45 microjoules. EC2, c'est 27 microjoules. On calcule EC1 plus EC2. EC1 et U. U, c'est 72 microjoules. Donc, on calcule EC1 plus EC2. 45 plus 27, ça fait 72. Ça veut dire qu'on trouve EC1 plus EC2 égale U. Cela veut dire quoi? Cela veut dire… L'énergie Oui. interne s'est transformée égale l'énergie cinétique. Comme là, en énergie cinétique, voilà. C'est ce qu'on a écrit ici. Très bien. C'est quel nom, s'il vous plaît? Elle s'est libérée sous forme d'énergie cinétique. Voilà. Qui vache, monsieur? Tepti Mohamed Anis. Ah, Tepti. Ah, c'est le fameux Tepti. Je ne pouvais pas vous répondre. Hein? Vous avez une très bonne note. Hein? Vous avez tout fait. C'est très, très bien. D'accord? Mais je ne pouvais pas. Vous m'avez envoyé plein de messages. Je ne pouvais pas répondre parce qu'il fallait que je vérifie sur votre copie. Est-ce que c'est bon ou non? Eh bien, je vous félicite de toute manière pour vos résultats. Voilà. Inch'Allah, ça sera la même chose pour l'électricité. Alors, donc, comme vous l'avez dit, toute l'énergie interne, l'énergie qu'a fournie l'opérateur pour avoir le système de charge, toute cette énergie-là, elle s'est retrouvée sous forme d'énergie cinétique. Donc, toute l'énergie dépensée pour assembler les trois charges se retrouve sous forme d'énergie cinétique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? On continue. Donc, on va passer à l'exercice. Alors, quelle heure il est? Bon. Alors, l'exercice, bon, normalement, on nous a dit, vous faites soit le 5, soit le 6.
je vais passer rapidement à l'exercice 7 et ensuite on commencera l'exercice 6. Je ne pense pas le terminer, mais je vous demanderai d'essayer de le faire chez vous tout seul. Ensuite, on verra. Donc, on va à l'exercice, à la 2-7. Oui, voilà, l'exercice 2-7. Alors, l'exercice 2-7, pour chaque question, choisir la réponse A ou B et la justifier, expliquer. Alors, première question. Une ligne de champ est une ligne où le vecteur champ, petit a perpendiculaire à cette ligne de champ, petit b tangent à cette ligne de champ. Alors, la réponse, c'est quoi? Tangent à cette ligne. Donc, c'est la réponse petit b. Très bien. Donc, petit b, le champ est tangent à cette ligne. Très bien. Et donc, c'est mademoiselle comment? بالجمعة Boudima. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est la première question. Très bien. On a répondu tangent à cette ligne. Le champ est tangent à la ligne de champ. Maintenant, deuxième question. On nous dit une ligne de champ est orientée dans le sens des potentiels. Est-ce qu'ils sont croissants ou décroissants? Décroissant. Non. Décroissants, très bien. Alors, c'est toujours Monsieur Tepti. Donc, B, c'est Non, madame, c'est le Oussama Belhout. c'est Monsieur بالحوت. Oussama. Oussama Kifash? بالحوت. Belhout. Ah, très bien. Voilà, très bien. Donc, la ligne de champ est orientée dans le sens des potentiels décroissants. Alors, on va expliquer ça. Alors, pourquoi? Parce que je sais que dV égale moins E scalaire dL, c'est-à-dire moins module de dL cosinus θ. Eh bien, quand je fais θ, c'est l'angle entre E et dL, si je fais égal à 0, eh bien, je vais avoir dV qui va être négatif. Et si dV est négatif, ça veut dire que V diminue, il est décroissant. Voilà. Ça, c'est la justification. On continue. La question numéro 3. Une surface équipotentielle est une surface où le potentiel reste constamment nul en tout point de cette surface, ou bien petit b constant en tout point de cette surface. Et là, ololé, petit b toujours. B, donc le potentiel est constant en tout point de cette surface. Équipotentiel, équi, ça veut dire le même. Donc, une surface équipotentielle, c'est une surface où le potentiel est partout le même. Voilà. Question suivante. Une ligne de champ est une ligne de forme linéaire, c'est-à-dire c'est une droite, ou bien, ça c'est petit a, petit b, de forme telle qu'elle traverse perpendiculairement les surfaces équipotentielles. Petit b. Petit b toujours, voilà. Donc, petit b, elle est de forme telle qu'elle traverse perpendiculairement les surfaces équipotentielles. Alors, comment on va justifier ça? Eh bien, sur une équipotentielle, si on fait un déplacement dl parallèle à l'équipotentielle, eh bien, dans ce cas-là, et si on est sur une équipotentielle, c'est-à-dire que V est constant et que dV égale à 0. Donc, on a deux choses sur une équipotentielle. Voilà, donc V est constant, dV égale 0. Eh bien, comme j'ai dV égale moins E scalaire dL, d'accord, et j'ai E qui est perpendiculaire à dL, eh bien, dans ce cas-là, E est perpendiculaire, puisque j'ai E perpendiculaire à dL, parce que j'ai trouvé dV égale 0. Et donc, E est perpendiculaire. Donc, la ligne de champ est aussi perpendiculaire à l'équipotentiel. Cinquième question. Un champ électrostatique uniforme par petit a, ligne de champ parallèle, petit b, des surfaces équipotentielles planes, parallèles et équidistantes.
Alors, il faut savoir ce que c'est qu'un champ uniforme. Eh bien, un champ uniforme, un module et une direction constante. Quand vous avez un champ uniforme, ça veut dire que le module de E est constant et la direction de E est aussi constante. Eh bien, si la direction de E est constante, ça veut dire que les lignes de champ vont être parallèles. Donc, il y a des petits A, c'est valable. Et petit b, eh bien, vous avez des surfaces équipotentielles puisque E est constant en orientation, en direction. Ça veut dire que les équipotentielles vont avoir des plans qui vont être parallèles et équidistantes, à l'axe équidistante, parce que le module de E est constant. Voilà. Donc, petit a, même petit b et petit a est valable aussi. Hein. Donc là, il faudrait mettre les deux, hein, même petit a. Je vais le... Parce que les lignes de champ sont automatiquement parallèles puisque E est constant en direction. Donc, je vais l'ajouter ici aussi. Donc, ici. Et on a les deux réponses qui sont valables tous les deux. Donc, ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, pardon. Ligne 200, copier. Coller. Donc, les deux réponses sont valables. Voilà. Donc, je mets en réponse. D'accord? Donc là, on va avoir A et B. Hein. Les lignes de champ sont parallèles et les surfaces équipotentielles sont pleines, parallèles et équidistantes. Parce que le champ est un module constant et une direction constante. Elles sont équidistantes parce que le module du champ est constant. Elles sont parallèles parce que est plane, parce que le champ est de direction constante. Voilà. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Là, bon, c'est une petite révision. On va passer, si vous n'êtes pas trop fatigué, on va passer à l'exercice 6 parce qu'il est intéressant. Il est intéressant, mais il est un peu long. Donc, on arrêtera dès que vous serez fatigué. On commence au moins par les premières questions. Voilà, donc l'exercice 2.6, le voilà. Alors, soit deux charges électriques ponctuelles positives fixées au point A et B. Alors, A, il est tel que, on a OA, c'est racine de 2, et Z et Y égale 0, et OB, c'est X égale 0, et Y égale A racine de 2. Voilà. Première question, déterminer en fonction de la distance R égale OM, le potentiel électrique V de R au point M de la droite delta. Il est que la droite delta au point M. Donc, on reprend ici. Voilà. Deux charges électriques ponctuelles, plus Q, positives, fixées au point A et B. A et B, on a OA égale A racine de 2, B égale racine de 2, OB égale racine de 2, déterminer en fonction de la distance R, R c'est OM, le potentiel V de R au point M de la droite delta. Et la droite delta, alors, il est que la distance BM ou il est que la distance AM. Qu'est-ce que Donc, je on sais? doit calculer d'abord OI. On va calculer le potentiel créé par la charge en A ou la charge en B, au potentiel au point M. Très bien. Donc, V de R, ce sera KQ sur la distance AM plus KQ
sur la distance BM. C'est un scalaire, donc le potentiel, c'est facile à calculer. Donc, il faut trouver AM et BM. Alors, comment on va trouver AM et BM? Qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici, j'ai la perpendiculaire à AB, à droite delta, qu'est-ce qu'elle est? Elle est perpendiculaire à AB, et qu'est-ce que je sais? Je sais que I ici, par raison de symétrie, I, puisque j'ai OA égale OB, I, c'est le milieu de AB. Eh bien, la perpendiculaire à AB, en son milieu, comment on l'appelle ça? On l'a vu dans l'exercice, un des exercices. Médiatrice. Exactement, la médiatrice, très bien. Donc, la droite delta est médiatrice de AB. La droite delta, elle est médiatrice de AB. Cela veut dire quoi? Bien, cela veut dire que AM égale BM. Qui veut se trouver médiatrice بالعربية؟ محور. محور, voilà. Donc, on a AM. Voilà, il faut que je retienne ça. Donc, AM égale BM égale, donc, racine de quoi? Alors, un triangle rectangle, AIM, et donc, un des AI au carré. Donc, AM, c'est racine de AI au carré plus IM au carré. Alors, AI, on a des A racine de 2. Eh bien, qu'est-ce que je vais avoir ici? J'ai un demi-carré, hein? D'accord, ici. J'ai un demi-carré. Et donc, en calculant ici, j'ai A racine de 2, A racine de 2. Je vais trouver la distance AB. La distance AB, c'est racine de A2 fois 2 plus A2 fois 2. Ça fait 4 A2. Et donc, ça va faire B égale donc AB au carré. C'est un triangle rectangle, c'est A racine de 2 au carré, ça fait 2A2, plus A racine de 2 au carré, ça fait 2A2, donc ça fait 4A2, racine, ça fait 2A. Donc AB, c'est 2A. Ou I, c'est le milieu de AB. Donc I, AI égale BI égale AB sur 2, et c'est aussi égal à OI, on peut le montrer que c'est aussi égal à OI, et c'est égal à A. Donc, voilà, donc ici j'ai A et A. Voilà, IB c'est A, IA c'est A et OI c'est A. Voilà, alors maintenant je vais calculer V de R. Et donc la distance IM, c'est moins A, c'est R moins A. Voilà, et donc on va déterminer maintenant V de R. V de R, alors M égale BM AI au carré plus IM au carré, j'ai déjà montré, et donc ça va être égal à racine de AI au carré, c'est-à-dire A2, plus IM au carré, c'est-à-dire R moins A au carré. Et donc, V de R, ce sera 2 fois KQ sur AM. Et AM, c'est racine de A2 plus R moins A au carré. Voilà. Ceci, c'est le potentiel V créé par les deux charges au point M qui est sur la droite delta, donc qui dépend de la distance R. R, c'est la distance OM. Voilà. Est-ce qu'il y a des problèmes? Il n'y a pas de problème. On va passer à la question suivante. En déduire l'intensité du champ électrique E de R au point M. Et on vous demande de représenter qualitativement E de R. Alors, Naya, on a deux charges, plus que Naya. On peut calculer le champ. Donc, on peut calculer directement en faisant la somme vectorielle des champs créés par les deux charges. Je trace, on a l'habitude de faire ça. Je trace le champ créé par la charge Q en A. Naya, ça va être un vecteur comme ceci. Le vecteur, le champ créé par B, par la charge Q en B, ça va être un champ comme ça. Je vais faire la somme. Puisque les distances AM et BM sont égales, je vais avoir une symétrie et je vais trouver que le champ va être parallèle à la droite delta. Ça, je peux faire le calcul. Je vous laisse le faire, d'accord, puisqu'on a déjà fait des calculs similaires, d'accord. Mais là, on m'a dit, la question, regardez bien, on m'a dit en déduire.
l'intensité du champ. En déduire, ça veut dire que je vais déduire. La première question, on a calculé le potentiel. Et donc là, on va déduire du potentiel l'intensité du champ. Donc, on nous demande de déduire le champ à partir du potentiel. Alors, comment on va déterminer le On va champ à multiplier partir… par 1 sur R. Pardon? On va multiplier par 1 sur R. Non. Non, on ne multiplie pas. On va déduire le champ, c'est un vecteur, à partir du potentiel. Alors, la relation qu'il y a entre le champ et le potentiel, c'est que E égale moins gradient V. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça en cours? Que E égale moins gradient V. Oui. Oui, vous l'avez vu. Ça veut dire que, par exemple, on est en coordonnées cartésiennes. E va avoir comme composante X, EY et EZ. EX, ce sera moins la dérivée de V par rapport à X. EY, ce sera moins la dérivée de V par rapport à Y. Et EZ, ce sera moins la dérivée de V par rapport à Z. Donc, V, en coordonnées cartésiennes, V, ce sera une fonction de 3 variables, X, Y, Z. Et pour avoir E, les composantes de E, il faut que je dérive à chaque fois par rapport à l'une des variables, X, Y, Z. Mais maintenant ici, eh bien, qu'est-ce que je sais? Je vais essayer de déterminer la direction de E. Si je trouve la direction de E, ce n'est pas la peine de calculer 3 composantes. Je vais essayer de trouver la direction et donc une composante suivant cette direction-là. Eh bien, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, je remarque par raison de symétrie. Dans la même direction que le vecteur OM, non? Voilà, exactement. C'est la droite delta. Donc, je trouve que E est parallèle à la droite delta. Elle est la droite delta, la médiatrice de AB. D'accord? Donc, par raison de symétrie, E est parallèle à la droite delta. Et donc, il va être une fonction de la position du point M. Donc, une fonction de R. R, c'est la distance OM. Donc, E est parallèle à la droite delta et une fonction de son module, c'est une fonction de R. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire le gradient par rapport à R, c'est-à-dire que E va être moins dV sur dR, puisque les autres variables n'interviennent pas. Donc, E de R, c'est moins dV sur dR. Or, est-ce que vous avez compris ça? Vous voyez que comme E est parallèle à la droite delta, j'ai la direction de E, et maintenant la valeur de E de R, puisque E est une fonction de R, eh bien, V aussi, ça va être une fonction de R, et donc E de R, c'est moins la dérivée de V par rapport à R. Voilà, donc je vais prendre la valeur de V que j'ai calculée dans la question précédente. V de R, c'est 2KQ sur racine de A2 plus R moins A au carré. Voilà, et je vais dériver V par rapport à R pour avoir E. Donc, je dérive. E, je dérive ici la fonction. Je dérive par rapport à R. J'ai écrit le détail, donc j'ai dérivé. C'est une fonction de fonction, si vous voulez, avec A plus R moins A au carré, R moins A au carré, égal à la puissance 1,5 que je dérive. Donc, ça va faire moins 2KQ. Ensuite, la dérivée à moins 1,5, c'est moins 1,5. Facteur de la dérivée ici, 2R moins A. Facteur de A2 plus R moins A au carré à la puissance moins 1,5 moins 1, ça fait moins 3,5. Voilà, ça, il faut savoir dériver. Hein, voilà, et on trouve E de R égale 2KQ R moins A sur A2 plus R moins A au carré à la puissance 3,5. Voilà. Donc, voilà, parce que là, on me demande l'intensité du champ. Ça veut dire c'est le module du champ. Hein. On ne m'a pas demandé l'orientation. Je sais que je l'ai précisé ici. E est parallèle à delta. Et voilà son module. Est-ce qu'il y a des problèmes? Donc, maintenant, vous pouvez, chez vous, faire le calcul. Ce sera un bon entraînement. Donc, calculer le champ E en faisant la somme vectorielle. D'accord? Et vous devrez retrouver la même chose. Hein? Vous devez retrouver ça. Voilà.
je l'ai fait, on retrouve la même chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, donc ils nous ont dit représenter qualitativement E de R. Voilà, homme de R, puisque Q, les charges Q sont positives. Voilà comment est E. Il est parallèle à delta et dirigé donc vers l'infini comme ceci. Voilà. Bon. Vous n'êtes pas trop fatigué, on continue ou bien on arrête là? Pardon? On arrête là, on continue la prochaine fois. Bon, je vous rappelle que je vous envoie le PDF. Ce n'est pas le jour même, mais je vous envoie le PDF à chaque fois. Donc, consultez le lien l'électricité. Hein. Voilà. OK, donc au revoir et à la prochaine fois. Merci, madame. Est-ce que vous avez eu cours d'histoire? Vous n'avez pas encore de cours d'histoire. Ça vous dérange beaucoup qu'on fasse les TD, le cours le mercredi? Parce que l'enseignant d'histoire, il ne s'est pas manifesté. Parce que le samedi, c'est contraignant. Bon, on verra. De toute manière, si vous avez des nouvelles de votre enseignant d'histoire, vous me faites signe. Sinon, on essaiera de programmer mercredi. Et je ne sais pas en cours si vous avez suffisamment avancé. Sinon, même le mercredi, on fera TD, ça vous permettra d'avancer. Alors, je sais une chose, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, que les vacances universitaires ont été reculées au 31. Vous le savez. Les vacances, c'était prévu que ce soit le 18 mars. Finalement, c'est retardé au 31 mars.